Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Nous redémarrons après la pause pendant les congés d'hiver. Et donc aujourd'hui, on redémarre avec la thématique biodiversité et on va parler des technologies numériques au service de la biodiversité. Et donc, comme à l'habitude, nous avons nos intervenants et un animateur qui est Mehdi Siné, qui est de l'ACTA, qui assurera l'animation et qui vous présentera le sujet et les intervenants. Je laisse Mehdi Siné maintenant vous présenter le sujet et les intervenants avant d'écouter nos intervenants. Bon webinaire à tous. Merci Philippe et bonjour à tous. Donc aujourd'hui dans cet agro-webinaire, nous allons parler de biodiversité et de technologie numérique avec trois interventions, dont une qui a été enregistrée. Nous partirons du postulat et d'un postulat et tâcherons de l'illustrer durant cette heure, à savoir que les technologies numériques peuvent jouer un rôle important dans l'étude et la protection de la biodiversité. En matière de surveillance et de suivi de la biodiversité, les capteurs et les caméras peuvent par exemple être utilisés pour surveiller les habitats naturels et les parcelles cultivées et suivre des populations d'espèces animales et végétales. Les données acquises par ces capteurs peuvent être collectées en temps réel et permettre une analyse plus précise de la répartition et des dynamiques des espèces. Et en agriculture, ces données prennent une importance croissante. Elles permettent entre autres d'appuyer des stratégies de protection des cultures ou de développer les services écosystémiques qui apportent la biodiversité. La première intervention assurée par Pierre Bonnet, chercheur en botanique et informatique appliquée à la biodiversité au CIRAD, nous permettra de découvrir ou redécouvrir la plateforme participative d'identification des espèces par image PlanteNet avec un accent sur ses prochaines évolutions. Ensuite, Émilie Mauguin, qui est ingénieure à expérimentation recherche à Astre d'Or, l'Institut des filières horticoles, nous présentera l'utilisation de caméras ou de pièges connectés et comment ils peuvent être aidés à bâtir des stratégies de biocontrôle. Et enfin, au travers d'un retour d'expérience de l'école Bordeaux Sciences Agro, Christian Germain nous expliquera dans une vidéo enregistrée comment l'école Bordeaux Sciences Agro s'empare des technologies numériques pour sensibiliser et former les étudiants aux enjeux de la biodiversité. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Émilie Mauguin, à Pierre Bonnet, qui va présenter, c'est la première intervention, Pierre, PlanteNet. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette opportunité de présenter notre travail. Donc, je vais partager mon écran que vous devriez maintenant voir en plein écran. Très bien. Je suis donc chercheur en botanique et en informatique appliquée à la biodiversité. Donc, je vais vous présenter un support de présentation co-réalisé avec mon collègue Alexis Joly, qui est lui chercheur en sciences des données à l'INRIA et avec lequel je coordonne le développement de cette plateforme de sciences participatives depuis près de 13 ans maintenant. Donc, l'objectif initial du développement de ce projet de recherche au départ, c'est d'expérimenter de nouvelles approches permettant de démocratiser l'identification des espèces de plantes en facilitant le nommage des individus végétaux rencontrés par des observateurs sur le terrain. Et l'objectif, c'était de s'appuyer sur le, les volumes de données multimédia de plus en plus nombreux il y a 15 ans, grâce au développement des caméras numériques et l'expérimentation de techniques d'analyse visuelle, donc à l'époque, qui étaient, je dirais, connues pour les capacités en reconnaissance d'iris, d'empreintes digitales, de visages, d'objets manufacturés. Et donc l'enjeu, c'était évaluer ces méthodes-là pour voir dans quelle mesure elles étaient performantes pour la reconnaissance d'espèces végétales. Donc le projet, il a démarré fin 2009, il y a un peu plus de 13 ans, et il a été marqué par différentes réalisations. Donc au départ, on a travaillé sur des approches très classiques, entre guillemets, avec l'analyse de contenus visuels qui étaient des scans de feuilles, puis des contenus visuels de plus en plus complexes. Et le partenariat entre les 4 instituts de recherche qui sont les membres fondateurs du projet, soutenu par la Fondation Agropolis,
a permis d'impliquer des réseaux de partenaires de chacun d'eux, et notamment des partenaires de la société civile, avec l'Association des botanistes francophones Tela Botanica, et donc avec des mécanismes d'itération et d'interaction avec des bénéficiaires finaux ou des participants ayant des motivations et intérêts assez différents, qui a conduit le projet finalement à essayer de répondre de plus en plus à des besoins de plus en plus diversifiés et étendus. Et on a réalisé et mis à disposition il y a 10 ans maintenant la première version mobile de l'application qui donnait à disposition finalement les résultats de recherche disponibles à ce moment-là. Et on a été surpris de l'engouement, le volume de retour et la diversité des usages en fait, dans lesquels l'application a été testée, alors qu'elle n'était pas nécessairement pensée sur ces usages-là. Donc, à partir de 2015, il y a eu l'arrivée de nouvelles méthodes de reconnaissance visuelle avec le deep learning qui a augmenté les performances et qui a augmenté en fait l'attractivité aussi de ce type de plateforme. Et c'est à partir de 2018 qu'on a pu, sur les données générées, commencer à avoir des études écologiques grâce aux occurrences de plantes générées par la plateforme. Et depuis quelques années, on a mis à disposition les volumes de données d'occurrences de plantes agrégées à disposition de la communauté internationale, notamment à travers des dépôts réguliers au GBIF, et le développement de différents services, je dirais, permettant de renforcer l'usage de la plateforme aussi bien à titre personnel que professionnel. Donc, basiquement, elle se structure de la manière suivante. Un utilisateur qui voit une plante souhaite en connaître le nom, la prend en photo à travers une application mobile, sachant qu'il y a aussi une version web, qui permet de lui proposer le nom des espèces les plus probables visibles sur l'image, ceci à partir d'un modèle de deep learning qui est entraîné sur une base d'images coproduite avec le réseau des utilisateurs. Et donc, les données validées à travers ce dispositif, depuis l'utilisateur jusqu'à la base de données qu'on dit d'entraînement et qui devient publique, elles sont ensuite exportées vers des portails nationaux ou internationaux, comme celui de l'INPN ou du GBIF. Et donc, l'un des éléments clés dans je dirais, la dynamique du projet, ça a été d'impliquer les participants, les usagers, les bénéficiaires en tant que contributeurs qui se sont positionnés comme acteurs du développement de la plateforme en mettant à disposition des données visuelles et en participant à la co-révision de la qualité des données visuelles, de la qualité des déterminations et des informations partagées. Et ce système, en fait, il a permis de mobiliser un volume croissant d'observations de plantes qui se compte en millions d'occurrences, de couvrir un volume d'espèces qui au départ était quelques dizaines quand le projet a commencé en 2010 jusqu'à aujourd'hui près de 40 000 espèces végétales, et d'avoir un volume de participants au projet également croissant avec près de 4 millions de comptes utilisateurs créés sur la plateforme. Donc, la plateforme, elle est librement accessible à tout utilisateur, que ce soit sur les versions web ou mobiles. Et on compte, au cours des 12 derniers mois, environ 20 millions d'utilisateurs. Donc, seule une partie crée un compte et devient participant au niveau de l'utilisation de la plateforme. On a un volume d'usage journalier qui, au printemps, se situe entre 300 et 600 000 utilisateurs journaliers, avec des pics qui montaient l'an dernier à 700 000. Et on voit qu'il y a, je dirais, un biais temporel important avec beaucoup plus d'utilisateurs au printemps et en été, avec des pics le week-end et qu'on n'a pas une distribution linéaire tout au long de l'année. On a également un usage partout dans le monde, mais en grande partie en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi assez diversifié sur les autres continents. Les usages professionnels, grâce à une étude d'impact qu'on a menée il y a quelques années, nous ont permis de voir qu'ils étaient eux aussi très diversifiés et qu'ils étaient finalement assez loin des ambitions de départ qu'on imaginait pour pouvoir couvrir. Et on avait estimé 12% d'utilisateurs qui utilisaient la plateforme à titre professionnel. Donc, basiquement, une personne en fait soumet une image à travers son mobile. Celle-ci est envoyée sur notre infrastructure qui lui renvoie en échange, entre guillemets, la liste des noms les plus probables de plantes visibles sur l'image. On a un mécanisme de flore à travers l'application qui permet de réduire le nombre d'espèces renvoyées à l'utilisateur en fonction de sa géolocalisation. Et donc, soit avec la sélection de flore thématiques sur les plantes utiles, les plantes envahissantes, les adventices des cultures ou des flores géographiques régionales
pour différentes régions du monde. Et ce qui fait qu'un utilisateur, s'il active sa géolocalisation, il a une probabilité de détermination correcte plus élevée parce qu'il y a un mécanisme de filtrage. Par exemple, avec la requête située à gauche de l'écran ici, on obtient 2 espèces sur la flore mondiale avec des scores de probabilité relativement différents. Mais si on sélectionne une flore de manière automatisée grâce au GPS de l'utilisateur, on se retrouve avec les seules espèces visuellement proches de la requête de l'utilisateur visibles dans cette flore. Donc, toutes les données agrégées, elles permettent de constituer des dashboards qui viennent enrichir la connaissance des espèces, et non pas seulement la connaissance visuelle, mais aussi la dynamique de développement géographique, la dynamique temporelle également, puisque finalement, à chaque image est associé l'organe le plus visible sur l'image, donc entre feuilles, fleurs et fruits, et donc d'avoir des notions de dynamique phénologique. Et donc, toutes les infos, elles sont agrégées et restituées aux utilisateurs, et elles sont également diffusées à travers d'autres plateformes comme celle du GBIF, où PlanteNet est présenté comme un contributeur avec 2 datasets complémentaires qui ont permis de diffuser près de 13 millions d'occurrences de plantes qui sont utilisées derrière par des chercheurs en écologie, en génétique, qui téléchargent les données. Et le système du GBIF a un mécanisme de tracking avec des DOI associés à chaque téléchargement qui sont cités dans les articles et qui nous permettent, nous, de voir le nombre de publications dans lesquelles des données PlanteNet ont été utilisées. Donc, on est assez surpris et assez content de voir la dynamique d'usage des données générées par la plateforme. Cependant, il y a des gros biais. En effet, peu d'espèces sont très largement requêtées et très largement visuellement connues, et la majorité des espèces ne sont connues que par un petit nombre d'occurrences et petit nombre d'images. Et donc, on a des biais dans les performances de reconnaissance aussi, c'est-à-dire que les espèces les plus rares ne sont pas forcément les plus faciles à reconnaître. Donc, on travaille sur la limitation de ces biais avec la mise en place de services, donc typiquement la constitution de groupes à travers la plateforme qui permet à des acteurs de se regrouper pour travailler sur un espace donné, un groupe thématique ou une zone géographique donnée. On a mis en place, on met à disposition le service de reconnaissance qui est utilisé dans l'application, le service de reconnaissance de plantes par l'image, qui est disponible à travers PlanteNet. On le met à disposition de développeurs d'applications qui, en fait, peuvent l'intégrer dans leur propre workflow. Donc, on a près de 6000 développeurs qui ont créé un compte pour utiliser, tester ce service et l'embarquer dans des applications de nature différente. Donc, ici sont illustrées 3 d'entre elles. Une application anglaise qui permet l'estimation des populations de pollinisateurs par le recensement des plantes, une application de jardinage et une autre de caractérisation de la qualité des sols par le recensement des espèces de plantes. Et ces 3 applications intègrent le service de reconnaissance PlanteNet qui est contractualisé par une vingtaine de structures et avec les plus grosses d'entre elles qui ont utilisé près de 1 800 000 requêtes au cours des 2 dernières années. Donc, il y a un usage assez intensif et massif. Tout récemment, on a mis en place une version hors ligne de l'application qui permet en fait d'embarquer le modèle de reconnaissance et l'utiliser dans des contextes ruraux, montagnards, forestiers pour étendre le bénéfice possible de l'utilisation de l'application. On a des réalisations récentes où on a mis à disposition un service qui permet d'estimer les espèces les plus probables seulement en fonction de la géolocalisation d'un utilisateur. Donc là, on n'utilise pas encore le visuel, mais on espère coupler le visuel et la géolocalisation. On a travaillé sur différents contextes comme l'analyse de corpus multi-espèces, des données d'analyse d'herbiers et des données d'ordre plus agronomique, notamment pour la reconnaissance de pathogènes végétaux avec le PEPR agroécologie et numérique qui démarre. Et on est impliqué dans 3 projets européens qui visent là à exploiter les occurrences et l'infrastructure pour mettre à disposition des indicateurs de la biodiversité spatialisés. Un grand merci pour votre attention et puis j'espère avoir l'occasion d'échanger avec vous et de répondre à vos questions par la suite. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention. Donc effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R. On prendra le temps à la fin des interventions pour y répondre. Et je passe tout de suite la parole à Émilie de l'Astre d'Or. Bonjour à tous. Je vais maintenant vous présenter quelques travaux menés à l'Institut des professionnels du végétal, donc Astre d'Or, en lien avec le numérique et les relevés qui sont réalisés dans le cadre de biodiversité. Alors, le contexte, en fait, on fait des suivis de biodiversité avec des besoins assez variés.
dans le cadre de la surveillance biologique du territoire et notamment dans le cadre de la réalisation du bulletin de santé du végétal, où on suit un certain nombre de ravageurs dans les cultures horticoles, qui sont des contextes assez divers, aussi bien de pépinières en extérieur que de cultures florales en serre, mais aussi de plus en plus de la cohorte d'auxiliaires et associés. On suit surtout notamment des insectes dans le cadre de projets de recherche et de développement, dans la réalisation d'essais de biocontrôle sur les macro-organismes. En fait, en horticulture, on utilise beaucoup d'auxiliaires dans nos serres comme alternative en protection des cultures. Donc, on a un besoin de suivre aussi ces auxiliaires en plus de ces ravageurs. Mais ça peut aussi venir dans le cadre d'essais qu'on réalise sur, par exemple, l'impact de bandes fleuries ou de plantes de service comme lien de ces infrastructures sur la culture. Et enfin, au sein de la structure Astrodor, on a un service d'accompagnement des entreprises du végétal, notamment par des activités de conseil sur les exploitations. Donc, les territoires sont assez vastes, assez divers, comme je vous l'ai expliqué. On a aussi bien des suivis qui se font en serre qu'en extérieur, donc des contextes assez divers, avec un suivi individualisé qui va aussi bien dans les entreprises de production, mais aussi dans les collectivités, par exemple. Donc, les premiers pas avec le numérique, on les a réalisés dans le cadre d'un projet sur les plantes mellifères. On était ici à peu près en 2017 dans un contexte d'alternative à l'utilisation des néonicotinoïdes. Et notre objectif était ici de déterminer l'attractivité de plantes ornementales vis-à-vis d'insectes pollinisateurs. On avait donc réalisé des suivis à l'aide d'observations visuelles, mais c'est quand même assez compliqué de suivre 94 taxons sur une plateforme dans un laps de temps assez contraint. Et donc, on s'était aidé notamment de 2 caméras Bicam de la société Advancy, pour lesquelles on a réalisé des enregistrements vidéo qui étaient ensuite exploités avec un logiciel qui s'appelait Agathe pour permettre de voir comment ces plantes étaient visitées par les auxiliaires. Donc, on a ensuite exploité les vidéos. Donc, en fait, la plante était positionnée sur un fond gris avec la caméra. On faisait un détourage rapide de la plante et on comptait le nombre de pollinisateurs qui visitaient la plante pendant une plage horaire donnée, mais qui était beaucoup plus étendue que par une observation directe. Donc, le numérique nous aidait ici à avoir accumulé des données sur une période un peu plus importante pour identifier les pollinisateurs et déterminer les couples des taxons qui étaient à privilégier. Et enfin, on a pu voir des comportements spécifiques de certains pollinisateurs par rapport aux espèces, leurs heures d'arrivée par exemple, mais aussi leur interaction entre elles. À partir de ces données, on a pu finalement établir une liste qui nous permet d'établir une gamme de plantes qui sont intéressantes pour les pollinisateurs. Et pour quels pollinisateurs? On a ainsi identifié certaines plantes dans la gamme des plantes testées qui étaient plus intéressantes pour les cirques et pour les bourdons et pour les abeilles. Enfin, on a continué notamment avec les pièges connectés qui sont vraiment les outils qu'on a le plus utilisés à ce jour dans notre suivi de biodiversité, notamment l'étude des lépidoptères, avec notre problématique qui était un ravageur en développement dans notre filière, la pyrale du Ponchelia fovealis. On faisait des suivis journaliers, hebdomadaires jusqu'à maintenant avec des pièges delta classiques en carton. Et on a travaillé avec la société Cap 2020 pour travailler avec du suivi journalier de ravageurs avec un piège connecté qui nous permet de travailler sur plusieurs sites sans avoir à se déplacer, ce qui était quand même un gain de temps assez important. Grâce à la société, on a pu développer un algorithme spécifique et très fiable pour détecter le ravageur avec précision dans le piège connecté. Et l'objectif était à terme de développer une stratégie de biocontrôle globale à partir de ces pièges connectés. Donc, en fait, on travaille ici avec un piège connecté sur une exploitation qui est mis dans une production de plantes et on utilise en fait le piège connecté pour identifier quand le ravageur sort de diapause dans la zone à risque. Puis, à partir du seuil, en fait, qui est journalier de papillons qui sont piégés, on peut déterminer quel type d'intervention on va réaliser. Soit on va uniquement continuer à surveiller le ravageur, soit on va déployer un certain nombre d'autres pièges pour faire du piégeage de masse, ou soit on va mettre en place ici des plantes de service.
Donc, on travaillait ici avec des plantes pièges parce que dans nos pièges à phéromones, on n'attire que les mâles, mais en fait, les femelles continuent à pondre dans la culture. On utilise donc ces plantes pièges pour que les femelles pondent privilégiément dans ces plantes pièges et limitent leur impact sur la culture. Donc, à partir d'un certain seuil, on met en place ces plantes pièges dans la culture. Et les pics de population qui sont identifiés dans les pièges connectés nous permettent en fait d'intervenir quand même en biocontrôle, notamment avec des traitements à base de Bacillus thuringiensis pour limiter le développement des populations. Enfin, le suivi est réalisé toute l'année sur l'exploitation pour bien identifier quels sont les moments où il est problématique le ravageur dans la culture. Mais on a une culture en particulier, celle de chrysanthème, où le ravageur est particulièrement provoque des dégâts. Et donc, on installe les plantes pièges au début de la culture et on traite au BT les plantes pièges uniquement et non plus la culture pour limiter l'impact du ravageur et établir une stratégie de biocontrôle durable contre le ravageur. Voilà donc une des utilisations des plantes pièges en production horticole. Par ailleurs, ces outils ils sont très intéressants, mais ils sont bien aussi quand ils sont intégrés à des outils plus globaux. On a travaillé avec l'UMT Fiorimed, avec l'INRA de Sophia Antipolis, sur le développement d'un OAD qui s'appelle SAM, dont l'objectif est de pouvoir recueillir aussi toutes les données d'observation qu'on réalise dans les serres de production, notamment dans le suivi de la protection des cultures et le suivi des ravageurs, mais aussi des auxiliaires associés. L'objectif de cet outil, c'est de faire du suivi épidémiologique en routine à partir d'un terminal numérique avec des protocoles standardisés de quick sampling, de faire de l'échantillonnage rapide et pouvoir intégrer aussi diverses pratiques culturelles dans ces outils, notamment quand est-ce qu'on réalise des apports d'auxiliaires, quand est-ce que certaines opérations culturelles sont réalisées, et d'avoir des sorties graphiques standardisées pour visualiser les effets des stratégies qu'on aura mis en place au sein de l'exploitation. Ainsi, par exemple, on va avoir introduit, alors donc là, on a une petite représentation graphique de ce que ça peut donner l'outil, et on va avoir introduit, par exemple, des acariens auxiliaires, et on va pouvoir suivre, en fait, au fur et à mesure de la saison, comment les auxiliaires sont introduits dans la culture et si leur couverture est optimale. On peut ainsi suivre efficacement la mise en place de stratégies de biocontrôle. On a parlé notamment tout à l'heure des pièges connectés. Donc, les pièges connectés, ça fonctionne très bien pour les lépidoptères, mais l'objectif à terme, c'est de travailler sur des insectes beaucoup plus petits et pour notamment suivre des dynamiques de ravageurs sur des panneaux englués, qui est quelque chose qui est actuellement en assez fort développement, mais pour lequel on manque encore de données et d'analyse d'images pour identifier très clairement en fait, les ravageurs qui sont piégés sur ces panneaux. Donc aujourd'hui, on en est encore à la méthode, à la partie collecte des données, de labellisation d'images pour construire les algorithmes de prédiction pour chaque espèce, de la même manière que ce qu'a présenté Pierre tout à l'heure. En fait, on va saisir un certain nombre d'images et regarder, entraîner le modèle pour qu'il reconnaisse avec précision en fait, le ravageur donné, et puis après le faire tourner en routine sur un prototype pour identifier clairement les ravageurs qu'on va avoir collés sur le panneau englué. Donc aujourd'hui, c'est très important de pouvoir utiliser les outils numériques parce que c'est une tâche assez fastidieuse et assez technique à identifier les insectes sur les panneaux englués. Et à terme, l'objectif est de pouvoir alerter, suivre et aider au choix des actions à mener dans les exploitations par rapport à la mise en place, certes, de lutte biologique, mais aussi de la dynamique des populations dans les serres. En conclusion, en fait, aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils qui sont disponibles, mais il y a encore des algorithmes à développer et qui sont à préciser en fonction des besoins de chacun. On va tous avoir des besoins un peu différents en termes de monitoring. Aujourd'hui, nous, on le fait dans les serres avec les ravageurs principalement, mais aussi on le fait de plus en plus avec les auxiliaires et on travaille à des nouveaux indicateurs de ratio auxiliaires et ravageurs pour voir si les dynamiques sont favorables à la mise en place de nos stratégies de protection des cultures.
Le nombre d'espèces et la fréquence des suivis est toujours en évolution. On arrive à suivre de plus en plus d'espèces diverses et variées, et puis uniquement des ravageurs d'importance. Et le fait de pouvoir faire des suivis très fréquents, ça apporte beaucoup de précision dans l'analyse aussi de la compréhension des systèmes. Et aujourd'hui, ces briques technologiques, elles doivent être insérées dans des outils plus fonctionnels, vers des plateformes d'outils intégratives qui permettent de capter à la fois des données météo, mais aussi des données donc, issues des pièges, comme on a pu le voir, mais aussi des données agronomiques, comme on a pu le voir, des relevés aussi qu'on réalise en même temps, et pour faire des outils complets de suivi de la biodiversité. Je vous remercie de votre attention. Merci Émilie pour cette présentation. Alors également, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans l'onglet Q&R. Nous allons écouter maintenant la troisième intervention qui a été enregistrée, comme je vous l'ai dit. Et donc, malheureusement, Christian Germain ne pourra pas répondre aux questions. Donc, posez vos questions à Émilie et à Pierre dans le chat. Enfin, pas dans le chat, pardon, dans l'onglet Q&R. Je vous prie d'excuser mon absence aujourd'hui, donc j'ai dû enregistrer ma présentation de façon à pouvoir vous parler un petit peu de ce qu'on fait à l'école, à Bordeaux Sciences Agro, donc dans le domaine du numérique pour le suivi de la biodiversité d'un point de vue pédagogique. Je vais vous présenter essentiellement deux modules, deux expériences que nous réalisons et qui donc ont plus ou moins trait à ce sujet. Alors le contexte d'abord à Bordeaux Sciences Agro, c'est que nos élèves sont vraiment déjà très très sensibilisés à la biodiversité. Avant même d'entrer à l'école, on a vraiment un nombre important d'étudiants qui ont déjà l'ambition de travailler dans l'environnement, de préserver la biodiversité à travers leur futur métier. Parallèlement à ça, dès la première année et tout au long de leurs études, à Bordeaux Sciences Agro, comme dans les autres écoles d'ingénieurs en agronomie, on essaie de donner une formation de base assez solide sur les outils numériques, à la fois en sciences des données, sur les systèmes d'information géographique, en business intelligence, dans différents domaines. C'est pas exhaustif ici. Et puis, le cas particulier de Bordeaux Sciences Agro, c'est que nous avons aussi une spécialisation ingénieur en numérique pour l'agriculture, qui s'appelle Agrotic, qui existe depuis près de 30 ans, en partenariat avec l'Institut Agro de Montpellier. Donc, cette formation, c'est une spécialisation sur 3 semestres, et les 2 derniers sont réalisés donc en partenariat, en collaboration avec nos collègues montpelliérains. Toutefois, si les élèves ont cette sensibilité à la biodiversité et si nous faisons beaucoup d'efforts pour les former au numérique, eh bien, il n'y a pas de lien évident entre les deux domaines dans leur esprit. Et c'est la raison pour laquelle, dès la première année et un peu plus tard en 3e année, on a mis en place des modules optionnels qui nous permettent de faire ce lien. En première année, c'est un module qui s'appelle TIC pour la protection des milieux naturels. Et en 3e année, c'est la 3e année agrotique, la spécialisation agrotique, nous avons un challenge Internet des objets, challenge IoT, objets connectés, qui, suivant les thèmes qui sont choisis chaque année, peut avoir plus ou moins de lien avec la biodiversité et l'environnement. Je vais commencer par vous présenter le premier, TIC pour les milieux naturels. Donc, il est proposé en fin de première année, au semestre 6, et l'objectif est de découvrir, par une mise en situation professionnelle, le potentiel des outils numériques qui permettent de suivre, de caractériser et d'analyser l'état des milieux naturels. Ce module se fait en partenariat avec une entreprise, la société AICI, qui est spécialisée dans la transformation des données satellitaires en données environnementales pour l'océanographie, pour le suivi du littoral et pour les sciences de l'environnement en général. Dans ce module, on a, suivant les millésimes, entre 12 et 24 étudiants. Il dure 2 semaines complètes, à l'exception d'un peu de temps qu'on conserve pour le sport et les langues. Et quelques interventions sont aussi réservées à des anciens élèves qui permettent à nos élèves de découvrir les métiers du numérique pour l'environnement. Mais tout le reste des 2 semaines est en mode projet avec la société ICI. Alors, le déroulement est classique. On présente un problème. Les élèves vont ensuite préparer des missions de terrain. Ils vont aller sur le terrain pour collecter les données dans le cadre de cette mission. Ils vont mettre en forme et analyser les données collectées. Ils vont produire un certain nombre de livrables qu'ils vont présenter ensuite, ainsi que leurs résultats, aux commanditaires, la société ICI.
Les livrables en question, eh bien, c'est un site web qui présente la problématique, les données, la méthodologie et les résultats, un diaporama qui sert à la restitution au commanditaire, un dossier numérique avec toutes les données et les résultats et les livrables qui ont été produits, et enfin une vidéo qui relate le déroulement du projet et qui est un petit peu la vidéo publicitaire qui nous sert à promouvoir le module pour les futurs élèves. Alors, quelques exemples de projets qui ont été réalisés ces dernières années. Je prends par exemple celui de la surveillance de la biodiversité des milieux naturels et littoraux, qui nous a occupé plusieurs années. De même, on a travaillé plusieurs fois sur le recul du trait de côte par l'observation de la dune. Et également, on a pu bosser sur la biodiversité en milieu urbain au sein de la métropole de Bordeaux, à chaque fois sur des projets dans lesquels la société AICI est impliquée. Quels outils numériques sont mis en œuvre dans le cadre de ce projet? Eh bien, classiquement, ce qu'on appelle les récepteurs GPS, enfin, GNSS dans notre jargon, la télédétection satellitaire, les systèmes d'information géographique, le web mapping pour l'un des livrables, et puis des capteurs particuliers suivant les besoins des projets. Je vais vous montrer un exemple de projet en particulier sur ce module, celui de la surveillance de la biodiversité des milieux naturels et littoraux. Le projet porte sur la collecte, l'acquisition de données terrain, la visualisation de la répartition et des caractéristiques de la flore au niveau de 2 zones d'études, l'une à Mortagne-sur-Gironde et l'autre à Gujan-Mestras sur le bassin. Et puis l'étude des relations entre les relevés GNSS floristiques qui ont été effectués par les élèves et les données des images satellites. Pour faire cela, le déroulement commence par la présentation du projet par ici la première matinée. Ensuite, les élèves vont passer une journée à organiser les différents relevés de terrain. Une première journée sur le terrain, suivie d'une journée de vérification de la qualité des données et également des ajustements si jamais cette qualité n'est pas suffisante. Suivi par une deuxième journée de terrain. Donc, voici quelques illustrations. Ici, ils ont utilisé une caméra hyperspectrale pour relever les spectres des espèces qu'ils ont pu observer sur le terrain. Et puis, bien sûr, ils ont fait tous les relevés avec des parcours GPS sur lesquels ils ont délimité les zones homogènes correspondant aux zones d'intérêt. Ensuite, toujours sur ce projet-là, la suite du déroulement, c'est le traitement et l'analyse des données qu'ils ont recueillies, la production des livrables, et la présentation des résultats. Donc, voici par exemple un exemple de résultat sur lequel ils ont montré un petit peu les diverses bandes spectrales qui étaient concernées par les espèces végétales qu'ils avaient observées sur les différents sites. Et puis un autre exemple, c'est leur livrable final, notamment, c'est le site web avec ici la page sur la carte interactive des relevés qu'ils ont effectués, mais sur lequel on retrouve tous les éléments de leur travail. Je passe maintenant au projet suivant, qui était le challenge IoT, Internet des objets. Alors, il s'agit là encore d'un module optionnel, mais cette fois-ci en 3e année, au semestre 9, dans le cadre de la chaire aquatique. Donc, il s'adresse principalement aux étudiants de la spécialisation aquatique, mais souvent en collaboration avec d'autres spécialités, voire même d'autres écoles. L'objectif est de faire imaginer des objets connectés et les services et les applications informatiques qui sont associés pour répondre à des problèmes, à des besoins d'une certaine catégorie d'acteurs de l'agriculture. Chaque année, on choisit un thème ou une filière particulière et le thème retenu peut se prêter très bien à des solutions en lien avec la biodiversité ou certaines années pas du tout. Donc, c'est assez variable. Et pour cela, on a un effectif qui varie suivant les millésimes, là encore, entre 15 et 25 étudiants. Le déroulement typique d'une séance, enfin plutôt du module, c'est la visite d'une exploitation représentative du domaine retenue. Ensuite, on fonctionne en mode hackathon pendant 1 semaine avec une constitution des équipes, le choix de la problématique, la description de la solution. Ils font un dossier. Ils construisent ensuite un prototype d'objet connecté et ils vont présenter leur dossier, leur solution, leur objet connecté devant un jury de professionnels la dernière journée. Et ils vont mettre en œuvre des circuits électroniques, des capteurs, des actionneurs, des systèmes de télécommunication. Et puis ils vont en général faire une application web résultante. Alors un exemple de projet sur les outils de monitoring de l'activité des abeilles dans un verger, par exemple, qui avait été fait. Il avait appelé ce projet-là le projet Busy. Donc les étudiants, le groupe d'étudiants avait mis en œuvre un Arduino, un réseau LoRa, un réseau de microphones,
pour écouter dans les arbres, dans les vergers, le bourdonnement des abeilles et le détecter et l'isoler, et pour ensuite en déduire un niveau d'activité des abeilles pendant la pollinisation. Donc acquisition du son, analyse spectrale, traitement du signal, détermination de la fréquence fondamentale pour savoir si c'était vraiment un bourdonnement, et puis ensuite détermination ou non de la présence des abeilles. Donc voilà, là cette fois-ci c'est un objet connecté qui est créé par nos étudiants pour suivre des éléments de la biodiversité. Voilà pour les deux exemples. Évidemment, je ne suis pas là pour répondre à vos questions, mais je vous laisse ici mon adresse mail et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais vous avez des questions, si vous voulez d'autres compléments. Je vous remercie beaucoup. Voilà, donc les trois interventions sont terminées. On va passer maintenant à la séquence des questions. Donc, pour toutes vos questions, utilisez l'onglet Q&R et effectivement, on va centrer les questions auprès d'Émilie et de Pierre. Peut-être pour commencer, une question à Pierre concernant l'application PlanteNet. Est-ce que vous avez des projets en matière d'épidémiosurveillance pour enrichir les fiches, mais ça peut aussi, j'imagine, enrichir les dispositifs d'épidémie-surveillance. Donc, est-ce que vous avez des projets en lien avec cette thématique? Tout à fait. Donc, on a une collaboration avec... Pierre, peut-être qu'il faudrait parler plus près du micro ou plus près de l'écran, parce que c'est vrai que votre son est très faible. Ça marche. Je vais Voilà, essayer c'est de mieux. parler plus fort et vous me direz si c'est bon. Donc oui, en effet, on a des collaborations en ce sens, notamment avec la plateforme INRAE bordelaise IFITIA. Et donc, on vise à expérimenter des techniques d'analyse visuelle sur la reconnaissance de pathogènes végétaux et à terme, idéalement, collecter des données d'occurrence, de présence de pathogènes enregistrés à travers ce type de méthodologie. Et donc, le lien avec la plateforme IFITIA, il se développera dans le cadre d'un projet commissionné qui s'appelle Plante Agroéco, qui commence et qui est initié dans le cadre du PEPR, agroécologie et numérique, porté par INRAE et INRIA. D'accord. Donc, c'est centré sur pathogènes. Vous pouvez préciser un petit peu? Alors, ce sera beaucoup bactéries, virus, champignons, et c'est vrai qu'on n'est pas orienté ravageurs et insectes. Après, voilà, petit à petit, on va essayer de progresser, mais globalement, on verra en fonction des niveaux d'avancement qu'on sera à même d'avoir déjà sur les groupes sur lesquels on va se mobiliser avec IFITIA et les partenaires impliqués dans le PEPR. Pour voir ensuite jusqu'où on peut tendre, sachant qu'on avait des échanges aussi avec des personnes s'intéressant aux mouches des fruits, sur les agrumes notamment, et d'autres groupes de plantes, mais et en région tropicale. Et est-ce que c'est centré sur la détection ou aussi la quantification? C'est vraiment orienté classification. Donc, l'aspect détection, on ne l'aborde pas aujourd'hui, notamment parce qu'on est ou peu, on va dire, notamment parce qu'on est sur des flux visuels statiques et que les séries temporelles ou les données de type vidéo, ce n'est pas des choses qu'on traite. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'oriente pas nécessairement sur ces détections, ces problématiques de détection. Merci. Alors, une autre question d'un des spectateurs sur l'API, donc l'interface qui permet à d'autres applications de se connecter à la base de données et aux algorithmes PlanteNet. Comment ça marche? Quel est le point de contact? Comment il faut faire finalement pour utiliser cette API? Pour les partenaires intéressés pour donc l'accès au service de reconnaissance, donc on a créé un site web dédié qui est my.plantenet.org. Donc je mettrai le lien dans la discussion. Et donc cet espace-là, il permet à quelqu'un de créer un compte. Automatiquement, il va bénéficier d'un quota de 500 requêtes journalières sur ce compte qui lui permettront de soumettre des images et d'obtenir des résultats d'identification. Et pour lever ce quota, donc si c'est dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement, on formalise, on discute du formalisme nécessaire pour rendre accessible plus largement hors quota ce volume-là. Et sinon, après, les entreprises qui souhaitent en bénéficier hors quota, elles contractualisent avec l'un des membres du consortium l'usage
hors quota de ce service-là, sachant qu'il y a aussi, c'est un consortium ouvert, et donc l'adhésion de nouveaux membres est possible. Et dans ce cadre-là, les nouveaux membres bénéficient de quotas conséquents pour l'usage de l'API, pour leurs expérimentations et usages internes. OK. Alors, quelques questions pour Émilie. Sur les pièges connectés, est-ce que c'est des technologies qui peuvent être utilisées en extérieur? Et puis, je couple avec la question suivante, là, sur les ravageurs ou auxiliaires, lesquels sont les plus difficiles à diagnostiquer sur les pièges jaunes? Et puis, est-ce que ça reste du matériel encore expérimental ou c'est déjà disponible, ou est-ce qu'il y a une échéance prévue pour rendre ces technologies disponibles en routine, j'imagine, sur le marché? Alors, c'est vrai que je n'ai pas trop abordé ce point-là dans la présentation, parce qu'on avait fait une restitution il y a assez peu de temps avec l'ACTA dans le cadre d'un projet qui s'appelait ABAPI, où on a travaillé ces pièges connectés. En routine, pour donc, les pièges connectés, tout ce qui est lépidoptère, on les travaille en extérieur très bien, même dans des milieux où on a des réseaux qui ne sont pas forcément très faciles à recevoir. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi sur ce travail-là. Sur les exploitations agricoles, on ne capte pas toujours très bien, mais on arrive très bien à envoyer les images. Aujourd'hui, on a fait les lépidoptères, ça marche très facilement. Et dans le cadre du projet ABAPIC, on a montré qu'on pouvait même faire du multi-espèces. Parce que un des freins, et donc je réponds aussi à une autre des questions qui a été posée, qui est l'adoption par les agriculteurs. Nous, en horticulture notamment, on a un très large panel de ravageurs, notamment dans les lépidoptères, et c'est intéressant de pouvoir suivre plusieurs ravageurs sur le même piège connecté. Aujourd'hui, c'était une mono-espèce. Maintenant, on arrive à faire du multi-espèce, notamment avec des pièges delta. La détection sur panneaux englués de très petits ravageurs, alors là, on est plutôt sur des ravageurs de l'ordre de 1 mm. On a commencé à travailler notamment sur tout ce qui est pucerons, cicadelles et trips. Il y a quand même des espèces qui sont assez difficiles à identifier. Et là, il y a quand même eu une adaptation du matériel. On a changé un peu, les caméras ont été un peu changées. On s'est rapproché avec des focales fixes pour avoir des images un peu nettes. Et alors là, il y a plusieurs solutions qui sont vendues, mais en termes d'algorithme, c'est encore un peu faible en termes de détection. Aujourd'hui, le matériel, il est là, les plateformes de traitement des données sont là, mais il manque encore les bibliothèques d'images qui permettent d'être précis. Pour avoir une détection fiable sur un ravageur donné, il faut à peu près, on va dire, 300 à 500 photos pour un ravageur, qui ont été pris dans différents contextes, sur différents pièges, avec différentes luminosités, pour avoir quelque chose de solide. Et la difficulté, c'est qu'est-ce qui fonctionne bien? En fait, ça dépend de la précision aussi. Quand vous avez donc construit le modèle de l'algorithme avec des images que vous avez prises et que vous avez identifiées à l'œil humain, ça dépend aussi de la précision que vous avez donnée au moment de l'identification. Si vous avez dit juste c'est un papillon, alors voilà, mais si vous avez dit c'est l'espèce du Ponchelia, alors on va pouvoir avoir très précisément l'espèce du Ponchelia qui va être détectée de manière fiable par l'algorithme. Mais si par exemple, quand vous avez dit c'est une guêpe parasitoïde au moment de l'identification, la guêpe parasitoïde, il en existe de toute taille et de plusieurs formes. Et donc, du coup, l'algorithme, il n'est pas très fiable parce qu'il y a beaucoup d'images avec différentes tailles et différentes formes. Donc, aujourd'hui, ça dépend vraiment, la fiabilité, ça dépend vraiment de comment celui qui a développé l'algorithme, il a pensé la précision. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont fiables pour vous dire sur le panneau englué, j'ai tant de lépidoptères, tant de diptères, tant d'hyménoptères. Quand on vous dit il y a tant de pucerons, ça dépend de la précision qu'il va avoir mis derrière en termes d'image pour identifier son puceron. Et merci. Il y a une question un peu spécifique là, sur le romarin. Je ne sais pas si c'est une plante qui a été évaluée dans les essais que vous avez présentés, Émilie. Alors, pas dans le cadre de ces essais-là, j'avais fait une présentation sur du romarin, mais dans le cadre d'autres essais, je ne sais pas exactement. Parce que là, on m'a posé la question aussi de la plante piège, que c'est passé un peu vite, mais dans le cadre des essais sur la pyrale du Ponchelia en culture de chrysanthème, la plante piège qu'on utilisait, c'était des œufs chers ici.
Et les plantes romarins, on les a utilisées, mais dans le cadre comme plantes de service dans d'autres essais, comme répulsif pour le puceron. Ok, merci. Sur la question des leviers pour améliorer le transfert, on va dire, des outils numériques vers les professionnels. Je posais la question à Pierre, puis on reviendra sur Émilie. Pierre, vous avez identifié, je crois, 12% d'utilisation et usage professionnel de PlanteNet. Donc, l'immense majorité, enfin la grande majorité, c'est l'usage particulier, mais néanmoins, les volumes sont tellement importants que ce n'est pas rien, 12%, je pense, en termes de nombre de projets et de données. C'est quoi finalement les leviers, puisque cette application, c'est quand même un succès incroyable, c'est quoi les leviers pour vous pour voilà, engager davantage les professionnels à utiliser ce type de technologie, et puis les freins que vous avez pu identifier au travers de ce projet? Donc les leviers, ils dépendaient beaucoup des secteurs d'activité. Donc c'est vrai qu'on était surpris par la diversité des secteurs d'activité, donc orientés enseignement, écotourisme, commerce, divertissement, agriculture, gestion d'espaces naturels. Et donc en fonction de ces différents secteurs, ce qu'on a identifié, les facilités d'adoption, c'était qu'à un moment donné, finalement, le nomadisme numérique, ce n'était pas très répandu dans les sphères en professionnel. Sorti en 2013, finalement, passé par des terminaux mobiles, iPhone, notamment les premières versions Android, c'était trop loin de certains secteurs d'activité à ce moment-là, où ce n'était pas encore déployé. Après, ça a été clairement un bénéfice. Donc, passer par finalement des vecteurs mobiles gratuits, testables de manière, je dirais, quasi instantanée, c'était un vrai levier pour déployer les usages. Il y avait l'aspect linguistique qui était aussi très rapidement levé grâce à la participation des utilisateurs à la co-traduction des interfaces. Et sur le plan des méthodes je dirais de contractualisation, certains secteurs ont des usages différents. Donc là, il y a un peu de complexité en fonction du type de service. On n'est pas tous habitués et nos institutions ne sont pas forcément en capacité d'avoir des modes de contractualisation aussi diversifiés que ce qu'il est possible d'avoir à titre personnel, par exemple. Et c'est vrai que l'API, je pense que le mode opératoire pour la diffuser dans des secteurs au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, c'était le meilleur vecteur en ce sens qu'il n'incombe pas notre implication. Donc des gens peuvent expérimenter l'usage de la reconnaissance sur leur propre contexte, sur leur propre workflow, expérimenter des choses qu'on n'ira pas tester et avancer sans qu'on les ralentisse de par l'incapacité qu'on aurait à interagir avec autant d'acteurs. Donc un exemple, c'est par exemple des gens qui s'intéressent au suivi des insectes envahissants. Ils avaient des bases photos d'insectes et ils ont utilisé l'API de reconnaissance de plantes, PlanteNet, pour identifier les cortèges de plantes visités par ces insectes envahissants. C'est typiquement des choses qu'on n'aurait pas eu l'ambition, l'objectif de faire. On aurait bien aimé les accompagner, mais dans tous les cas, en termes de moyens, on ne peut pas accompagner toutes les brillantes idées qui peuvent être construites sur l'intégration d'un service automatisé de plantes dans un workflow qu'on n'a pas imaginé. Donc l'API, je pense, a été un facteur démultiplicatif pour l'usage et le bénéfice, y compris dans les sphères professionnelles, surtout dans les sphères professionnelles, qui a été vraiment important. Et c'est quoi le top 5 des pays qui utilisent le plus PlanteNet dans le monde? C'est France, Allemagne, États-Unis, Italie, et je n'ai pas le 5e. Mais on est quand même très Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, massivement. D'accord. Ok, merci. Et Émilie, quel levier, quel frein identifiez-vous sur l'adoption de ces technologies en filière horticole, plus particulièrement? Aujourd'hui, je dirais que le principal frein, il est plutôt qu'en fait, il y a plusieurs applications qui vont se développer pour des usages un peu différents. Ils vont avoir des applications pour suivre la météo, des applications pour suivre leurs pièges. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est souvent des plateformes globales qui puissent accueillir différents suivis et qui, à chaque fois, forcément,
une interface peut-être par outil. C'est peut-être ça qui est un des freins. Après, ils sont pas forcément... ça ne remplace pas un usage qu'ils ont l'habitude de faire aussi. Donc, c'est aussi quelque chose qui se met en place progressivement. Le suivi épidémiologique, il n'était pas forcément mené de manière régulière sur les exploitations, mais de plus en plus, ce suivi il doit aussi être fait dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, des nouvelles espèces entrantes. Donc, ça permet aussi, c'est quelque chose aussi de nouveau à mettre en place. Et puis, c'est beaucoup plus compliqué de le mettre en place pour des très petits ravageurs que pour des lépidoptères qui sont plus faciles à piéger. Ça demande aussi quand même de la technicité. Donc, ça a un avantage, mais c'est un usage qu'il faut aussi parfois créer et qui s'intègre dans des stratégies de biocontrôle plus globales. Parce que le piège connecté aujourd'hui, il n'est là que pour faire de la détection et éventuellement avertir, mais il doit s'intégrer dans un schéma plus global avec une stratégie à mettre en place quand un certain seuil est dépassé. Ok. Une autre question pour Pierre, je pense. Avez-vous été contacté pour mettre en œuvre des solutions liées au désherbage localisé, donc en lien avec des systèmes de robotique ou de pulvérisation avancée avec analyse d'images? Donc, on était nous-mêmes impliqués dans un projet euh, porté par l'IRSTEA et l'INRAE, donc WIDELEC, où on expérimentait donc, nos technos sur des robots embarqués pour faire de la détection et identification d'adventices de culture. Donc, on a nous-mêmes travaillé sur ce sujet-là dans le cadre du Challenge Rose, donc une ANR. On a échangé avec des roboticiens qui travaillent dans ce domaine et qui n'étaient pas forcément dans ce challenge-là, notamment à l'étranger, donc qui s'intéressent à l'usage de ce type de techno, mais peut-être plus en mode embarqué qu'en mode connecté, donc chose qu'on n'avait pas encore de disponible et fonctionnelle. Et après, il y a des acteurs qui contractualisent l'API pour le tester sur différents dispositifs. Donc, on sait qu'il y en a qui l'utilisent en production pour l'identification d'adventices des cultures. On ne sait pas si c'est à travers des robots, mais par contre, on sait aussi qu'on a des utilisateurs qui utilisent l'API à travers des robots, notamment des analyses de données de type drone, pour le suivi d'espèces végétales. Donc, ils expérimentent, on ne sait pas quels résultats ils ont, mais on sait que c'est en production, quoi, que c'est en cours. D'accord, merci. Une autre question qui, je pense, vous est destinée sur les liens à opérer, qui sont peut-être déjà faits, je ne sais pas, avec la base de données de l'EPPO, qui classifie les organismes vivants. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des liens ou vous êtes rapproché d'eux. Et Émilie, vous voulez répondre ou je réponds en premier? Ah, vous pouvez répondre en premier. Ouais, ça marche. Donc, nous, on avait fait des liens au début du projet PlanteNet avec cette base qui est très orientée en malherbologie et qui est très pertinente. On n'a pas conservé ces liens sur le long terme, c'est-à-dire à ce stade-là de développement de la plateforme. Ceci dit, je pense que ce ne serait pas inintéressant de les réintégrer. On est en train de basculer en fait ce qu'on appelle le backbone taxonomique sur lequel s'appuie PlanteNet sur un backbone commun à tous nos référentiels, ce qui n'était pas le cas jusque-là, tous nos référentiels taxonomiques. Et donc, ça facilitera la mise en place de liens sur le long terme avec des bases de données externes institutionnelles comme celle-ci. Donc, je pense que c'est une bonne suggestion. En tout cas, c'est quelque chose vers lequel il faudrait qu'on avance. Oui, parce que du coup, j'imagine que sur votre API, c'est important d'avoir des standards de l'interopérabilité des codes, et notamment, du coup, la taxonomie, elle est propre Elle était à propre à INRAE. chaque référentiel. Non, elle était propre à chaque référentiel, les référentiels étant construits par des spécialistes de leur région ou de leur thème. Donc le CABI pour les plantes envahissantes mondiales, le Jardin botanique de Genève pour l'Afrique du Nord, etc., etc., etc. Et donc là, on est en train de faire évoluer et s'appuyer sur un backbone commun qui est proposé par le Jardin botanique royal de Kew en Angleterre et qui le partage au GBIF et qui permet d'avoir une norme internationale pour toutes les espèces au niveau international. Et donc, de plus facilement faire le lien entre ce backbone
et différents acteurs qui diffusent des contenus spécifiques, typiquement les codes PPO pour les espèces d'adventices. Et je ne sais pas si, Émilie, vous avez des compléments sur la base OEPP. On peut dire que par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport aux insectes, en fait, aujourd'hui, pour les très petits insectes, les bases, elles sont les différents fournisseurs, on va dire, de détection, d'analyse d'images sur les très petits insectes. Soit ça va être des universités, soit ça va être des fournisseurs, notamment d'auxiliaires. Donc, on a des entreprises avec leur propre centre de recherche et on a un peu de mal à savoir finalement dans l'algorithme qui a traité l'image et à partir de quelles images il travaille. Et c'est ça qui est un petit peu complexe aujourd'hui dans le matériel de détection qui est mis à disposition, c'est que autant vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur le matériel à proprement parler, autant les briques d'IA, les détections, les algorithmes de détection derrière, on a beaucoup moins de transparence que tout ce que peut nous expliquer Pierre par rapport à PlanteNet et qui est plutôt une application qui a été développée à travers des projets institutionnels. Et ici, on est plutôt sur finalement des recherches d'ordre plutôt privé et on a moins de c'est pas la fiabilité, mais on a moins de transparence, on va dire peut-être. Et il faudrait peut-être aujourd'hui avoir des bibliothèques d'images aussi en accès ouvert pour pouvoir travailler avec plus de fiabilité sur ces modèles sur les insectes. Il en existe peut-être, mais c'est vrai que nous, en faisant de la recherche appliquée, on s'appuie aussi sur des outils qui sont en cours de développement où on accompagne le développement pour des usages en utilisation en production. Et ça reste une question assez pertinente qu'on s'est posée, notamment à la fin du projet ABAPIC, en disant, bah voilà, quand on commence à identifier, où est-ce qu'on pourrait poser aussi ces images pour qu'elles servent aussi au plus grand nombre après. Est-ce que, alors c'est pas une question dans votre champ, je pense, particulier, mais on a une question sur les bioagresseurs en arboriculture. Est-ce que vous avez des connaissances d'application de diagnostic de bioagresseurs en arboriculture? Vous n'êtes pas obligé de répondre oui. Hein. À part les réalisations d'IFITIA sur les ravageurs des arbres, en effet, voilà. Après, je ne sais pas dans quelle mesure elle répondra spécifiquement à cette question-là, si les espèces visées sont présentes à travers la réalisation donc, de ce portail-là, IFITIA, qui ont décliné des applications mobiles thématiques. Même réponse. OK. Et puis une dernière question sur l'outil d'aide à la décision SAM que vous avez présenté, Émilie. Voilà, qu'est-ce qu'il gère comme protocole, comme espèce, j'imagine. Oui, c'est vrai que j'étais en train de répondre, mais je n'ai pas envoyé la réponse. En fait, les protocoles qui sont derrière cette application, c'est ceux qu'on a menés à travers différents essais systèmes et des essais pilotes qui sont réalisés dans le cadre de projets, défis et expérimentations menés dans différents instituts. Il y a notamment l'Armée-Flore, il y a Astrodor sur différentes cultures, mais il a été aussi testé dans différents projets européens sur tomates, sur oliviers. Voilà. Donc, en fait, chaque utilisateur, notamment d'instituts de recherche, était bêta-testeur et insérer ses propres protocoles de quick sampling, sachant qu'on a commencé à faire des observations avec de très nombreux points et qu'au fur et à mesure de l'analyse des données, on s'est aperçu qu'on pouvait aussi diminuer, faire assez peu de points à la parcelle pour avoir une représentativité aussi des résultats. Voilà. Et une dernière question qui est arrivée également pour vous sur les phéromones, les pièges à phéromones. Est-ce que c'est standardisé en termes de R&D, leur synthèse en tout cas de ces phéromones, et est-ce que c'est applicable à tous les ravageurs, y compris des ravageurs peut-être un peu plus exotiques? Alors, on utilise les phéromones qui sont les plus commercialisés et malheureusement, c'est pareil, c'est assez flou derrière ce qu'il y a derrière les phéromones. Il y a assez peu de producteurs de phéromones dans le monde. Aujourd'hui, on a surtout des phéromones pour la majorité des lépidoptères, un peu plus sur les ravageurs d'intérêt, mais c'est très standardisé, mais c'est assez secret aussi comme milieu. Merci à vous. Ah, Philippe, tu as le micro coupé. Merci beaucoup à tous les trois. Effectivement, merci à Christian, même s'il n'a pas pu être là aujourd'hui. Et donc,
eh bien, nous terminons ce webinaire. La semaine prochaine, on revient d'une semaine sur l'autre thématique de l'année qui concerne la bioéconomie et on parlera du développement de la méthanisation. Merci et à la semaine prochaine pour ceux qui reviendront. Au revoir. Bonne semaine. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.